Salut Younes. Salut Pascal, je te félicite. Ça fait plusieurs jours que tu as arrêté de fumer. Ouais. Franchement, bravo. Tu nous expliques Écoute, d'où vient le déclic? merci pour l'encouragement. On va attendre la fin de la première année. Mais bon, ça fait quand même un moment que je fume, hein. On va dire, on va rester pudique, on va dire plus que 20 ans. Et, soyons pudiques. Et donc, c'est une habitude solide ancrée. Et en fait, bon, dans la vie, tout d'un coup, il y a des trucs qui… Tu es prêt. Tout d'un coup, tu es prêt, c'est le moment. Mais il y a deux choses qui ont changé. La première, un peu plus intellectuelle, mais je partage le truc parce que j'ai évidemment lu le livre d'Alan Carr il y a des années. Tu sais, le gars qui parle du petit diablotin qui t'encourage à prendre une cigarette, tu prends un verre d'eau. Ça n'a pas du tout marché. Mais là, en fait, il y a deux choses. La première, c'est qu'en fait, quand tu fumes pendant plus de 10, 15, 20, 30 ans, ben, on peut dire qu'a priori, tu aimes bien fumer. Et en fait, j'ai complètement accepté cette chose-là. J'ai intégré ma part d'ombre à la Jung. Je me suis dit, bon, ben, mec, t'aimes fumer, c'est comme ça, n'essaie pas de te convaincre que t'aimes plus fumer. Tu vois? Donc, il y a deux étapes. Moi, j'essayais de me convaincre que je n'aimais pas fumer. Maintenant, j'essaie juste de ne pas fumer. C'est déjà moins pire. Au moins, je m'en veux moins quand j'ai une petite pulsion comme ça vers la cigarette. Et puis, donc ça, c'est assez libérateur. Et la deuxième chose, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui a un BPCO. C'est cette maladie qui s'attrape notamment quand on fume, où en fait la capacité pulmonaire se réduit. Et en fait, quand on a vers 30% de capacité pulmonaire, c'est comme si tu avais 2/3 de poumons au moins. Donc, en fait, tu respires comme ça. C'est des gens qui ont le petit fil là dans le nez pour avoir un apport d'oxygène. Et je dois dire que ça m'a glacé le sang. D'ailleurs, je remercie cette personne. Je ne veux pas la citer ni la mettre mal à l'aise, mais le fait de voir quelqu'un, en fait, aussi courageusement faire face à une mort absolument abominable, ça m'a vraiment retourné. À ce point. Ouais, vraiment, j'avais jamais en fait rencontré ou parlé avec quelqu'un qui avait ça. Et je dois dire que d'avoir cette espèce de futur possible sous les yeux, sous le nez, ça m'a complètement retourné. Je me suis dit, waouh, c'est pas du tout un bon plan. Tu vois? Tu m'étonnes. C'est Donc, plus efficace que les photos de poumons sur ah oui, les les paquets photos, et tout. moi, en plus, les photos, tu t'habitues, en fait, si tu veux, tu t'en fiches, quoi. Et puis, si c'est pas une expérience vécue, c'est une expérience intellectuelle. C'est comme si on te disait, si tu as tel et tel comportement, dans 15 ans, il va t'arriver ça. Là, je l'ai vu, je l'ai senti. C'est très différent, en fait. Et puis, c'est dans un… Ouais, voilà, donc ça a fonctionné. Ok, bon, on te souhaite du Merci. courage. On te Merci, souhaite du courage, merci. mais ça va aller. Je pense que Ouais. tu es assez fort mentalement pour te démener. Moi, je trouve aussi, vu que nous, on est passionné par l'innovation, il y a quand même pas mal de grosses boîtes dans l'industrie du tabac qui essayent de faire des puffs, des alternatives à la cigarette. Mais c'est vrai que c'est une industrie vraiment sale, quoi, parce que la cigarette, c'est vraiment une drogue, hein. On parle de coke ou d'autres trucs, mais pour arrêter, c'est compliqué. Puis maintenant, avec ces puffs, ils ont réussi à choper les enfants, tu vois. Ouais. Oui, alors, bon, j'ai jamais essayé. Je me suis toujours dit, pour avoir quand même pas mal traîné mes grolles en Chine, dans les usines, je sais pas où sont faits ces petits réservoirs de puff. Donc, moi, je suppute qu'on verra dans quelques années que c'est pire encore que la cigarette parce qu'en fait, le contrôle qualité, il est forcément pas top. Et à partir du moment où tu vaporises quelque chose dans des poumons, si les puffs étaient faites par Preformule, si elles étaient faites par Roche Novartis, je me serais déjà mis à la puff. Parce que là, tu as un truc contrôlé, tu sais ce qu'il y a dedans et tout. Donc là, je dirais OK. Mais un truc, tu sais pas où c'est fait, tu remplis avec un petit bidon, ouh là 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 là. Et d'autre part, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est pas du tout une critique, mais les gens qui ont ces espèces de cigarettes électroniques, quand tu les vois tirer dessus, tu es mal pour eux. Je veux dire, au moins, quand tu fumes une cigarette, tu es bien pendant un moment. Il me semble, moi, que les gens qui fument ces cigarettes électroniques, ils sont mal tout le temps. Ils sont mal avant, pendant, après. Ah, tu dis quoi? Tu as l'impression, enfin, moi, je les vois même, il y en a qui fument dans le train, dans le Ouais, bus, dans le tram, ils sont
Même, il y en a qui le font en classe, quoi. J'ai entendu Ouais. certains profs qui disent ça, quoi. Ouais, ouais. Mais ça n'a pas l'air de procurer une sensation qui soit réellement agréable. Si tu veux, tu prolonges un esclavage avec le geste, mais d'une manière, à mon avis, ça, c'est qu'une intuition, mais comme c'est un processus complètement non maîtrisé de fabrication du produit, tu vas avoir une variance dans la dangerosité parce que c'est quand même vaporisé. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une série de molécules, même de très petite taille, qui comptent. Et puis, tu as quand même. Ouais, si tu veux, typiquement, pour expliquer qu'en fait, la taille des matériaux, ça compte, si tu prends de l'aluminium, donc un max c'est fait en aluminium ou un bout d'aluminium, ben voilà, ça s'oxyde très vite, mais l'oxyde, il reste collé dessus, donc il ne se passe rien, c'est pas réactif, c'est assez boring comme matériau. Mais si tu le réduis en poudre très fine, en fait, ça prend feu de manière tout à fait spectaculaire. C'est par exemple notamment ça dans les feux de Bengale au 1er août, les allumettes qui font des étoiles. C'est ça en fait qu'on utilise. Donc en fait, c'est simplement pour dire, en fait, la taille d'un matériau, elle influence grandement sa manière de réagir avec son environnement. Du coup, si tu remplis à la mano une espèce de petit estagnon qui est plein d'un produit et que tu vaporises ça dans des poumons, ce que tu fais, c'est que tu prends une partie de ce liquide et qu'en fait, les molécules, elles sont coupées, si tu veux, si on ose dire comme ça, en morceaux beaucoup plus petits parce qu'on passe à l'état gazeux. Et je pense que c'est tout sauf banal de dire quand c'est à l'état liquide, c'est OK, et quand c'est à l'état gazeux, ça abîme pas vos poumons. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'en fait, c'est un truc nocif. Donc, c'est pas du tout pour faire l'apologie de la cigarette. On peut dire que c'est surtout pas le moment. Mais je pense pas que c'est un choix raisonnable que d'aller dans un truc complètement non éprouvé, inconnu, et que tu vaporises quelque chose dans tes poumons. Je suis sûr que les pneumologues, j'en ai pas sous la main pour lui poser la question, mais ça doit les terroriser. Ouais, je pense. Puis tu as l'aspect mécanique. Moi, j'avais vu, moi, je suis un grand fan de chips au paprika. Puis OK. sur la RTS, ils avaient fait un petit documentaire. Puis tu disais, en fait, c'est pas la chips qui te rend addict, mais c'est le fait, c'est gestuel, tu vois, le fait de faire le mouvement. Et je pense que c'est ça aussi qui est vicieux. Donc, peut-être toi, un tips, quand tu as envie de fumer, peut-être essayer de faire le mouvement avec. J'ai essayé de faire le mouvement avec un stylo ou un truc comme ça. Non. Moi, en fait, j'essaye pas. Si tu veux, j'ai complètement accepté cet état. En fait, j'adore fumer. J'essaye pas de me dire qu'en fait, je vais me mettre à ne plus aimer ça. Voilà, c'est juste que je fume plus. Tu vois, il y a une subtile différence en fait, parce que tu essayes pas de te convaincre qu'en fait, tu dois garder ce geste. Tu peux mourir à toi-même en disant, ben voilà, ça je le fais plus, c'est comme ça. Et le profit de cette souffrance réelle et avérée, c'est une vie qui est plus agréable. Et surtout la trouille bleue d'avoir un BPCO. Ouais, tu m'étonnes, ça c'est vrai que pas du tout tu envie. tu es encore en pleine forme et puis après, tu n'arrives plus à respirer pour monter les escaliers, c'est affreux. compliqué et tout. C'est abominable. C'est ce sentiment que tu vas tout le temps étouffer, tu vois. C'est très, très désagréable. Ouais, ce que tu viens de dire, c'est pesant. C'est vrai que tu le sens. C'est lourd, hein, tu es d'accord, hein. Tu imagines, tu es là, tu es sous l'eau, puis tu peux remonter à la surface de moins en moins souvent. Puis quand tu remontes à la surface, puis que tu prends une bouffée d'air, tes poumons se remplissent plus. C'est ça, en fait. Ouais. Donc, moche. Donc, c'est le right move. Écoute, ouais, on espère. Alors, Daily Mail critique l'impact de l'IA de Google sur le trafic. Donc, le propriétaire du Daily Mail, DMG Media, ça c'est au UK, en Grande-Bretagne, a alerté l'autorité britannique de la concurrence sur une chute drastique de son trafic, jusqu'à 89% attribué aux AI Overviews de Google. Ben écoute, ça me Sois fait gentil marrer. avec eux, s'il te plaît. Ouais. Je te sens déjà direct. Ah, je suis chaud là, hein. Faut, hein. Encourage le Daily Mail. Non, je pense qu'en fait, ce qui va rester je pense que les journaux sont cuits, les institutions journalistiques sont cuites et il va rester des journalistes d'investigation. C'est-à-dire que si tu as un journaliste qui fait un reportage fouillé sur un thème, un sujet en particulier, il va pouvoir revendre son contenu et il sera rétribué par Google et il n'y aura pas de problème. Mais ce qui est en train de mourir, c'est le Daily Mail. C'est-à-dire
C'est Younes peut être journaliste, Pascal peut être journaliste, quelqu'un qui a été formé au journalisme et qui consacre ses jours et ses nuits peut faire des investigations. Il reste le journaliste d'investigation, mais la redite, la colonne des chiens écrasés ou le fait de reformuler une news AFP, ça n'a aucune valeur. Et du coup, en fait, ils sont en train de disparaître en tant que quantité. Il y a un mec, son nom maintenant m'échappe, mais c'est le biographe de Steve Jobs. C'est un type passionnant qui a été patron de Times Magazine pendant les grandes années. Et à l'époque des grandes années de Times Magazine, ils avaient tellement de sous et tellement de pouvoir qu'à 17h, passait dans les bureaux un monsieur ou une dame avec un petit chariot et il faisait des cocktails. Je ne sais pas si tu vois comme c'est chic. Le petit chariot avec les bouteilles, ding, 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 ding. Et puis, alors Younes, la première classe. Voilà, la première classe. Donc, les mecs, à 17h, ils avaient quelqu'un qui venait leur servir un apéro. Et ça, c'était les grandes années de Times Magazine. Et ce type raconte, en fait, qu'il a super bien géré ce paquebot. Et puis qu'après, une fois qu'il est parti, on lui a proposé de reprendre CNN pour faire prendre à CNN le virage du web. Et il est resté 2 ans, il a dit non mais attendez, il va falloir tout réorganiser, virer des gens, c'est pas du tout mon truc et tout, mais il a beaucoup de talent, il est devenu biographe, notamment de Steve Jobs, il a fait Elon Musk aussi. Et ce mec est hyper intéressant et je pense que ce qu'il décrit en fait, c'est ces institutions qui ont énormément d'employés, une manière de faire, un savoir-faire collectif, en fait elles sont en train de s'écrouler parce qu'en fait le nombre n'est plus nécessaire. Ouais. Donc, en fait, je comprends en fait leur cri du cœur là à Daily Mail, mais c'est cuit parce que le gros de ce qu'ils font, c'est de copier et de reformuler des dépêches AFP et que ça n'a que très peu de valeur. Par contre, s'ils faisaient du vrai journalisme d'investigation fouillé, ben ça c'est OK. Mais pour faire du journalisme d'investigation, tu n'as pas besoin d'être 500. Non. Tu vois, il faut pouvoir évidemment vendre ton contenu. Pour ça, il y a Substack, ça marche très bien. Et du coup, c'est le journaliste qui devient journal. Voilà. On pourrait utiliser ça comme tagline. Puis ça fait des années que ce type de magazine, ils sont sous perfusion, quoi. Ouais. C'est vraiment de la publicité, puis après, soit ça se fait racheter par un mania complètement Donc, c'est pas du tout la fin du journalisme, c'est la fin des journaux. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que si tu regardes, tout est dans le titre, hein. Daily Mail, ça veut dire que tu as ton journal quotidien. Pourquoi? Parce qu'on l'imprimait sur du papier. Donc, c'est en fait une technologie qui a permis au journal d'exister. Je peux m'imaginer qu'à l'époque de l'avènement du Daily Mail, il y avait des crieurs qui traversaient les bourgs et les villages pour annoncer les nouvelles. Et eux, ils ont dit, mais les connards, là, c'est con, ils nous piquent notre boulot. Hein? Donc, à chaque étape, en fait, il y a des institutions qui disparaissent. Et là, encore une fois, le journalisme est plus important et plus précieux que jamais, mais il ne requiert plus les mêmes structures. Typiquement, ça s'appelle un journal et c'est devenu plus ou moins pas nécessaire, enfin inutile. Et ça coûte beaucoup trop cher et il faut qu'ils disparaissent de partout. Donc voilà, ça va accélérer un peu les choses. Qu'est-ce que tu penses sur le fait qu'ils demandent une régulation accrue, incluant le chatbot, donc Gemini et puis Google News, pour protéger les modèles économiques des éditeurs? Est-ce qu'il faut aller taper sur les doigts à Google parce que voilà, non, mais business oublie, c'est inévitable en fait. S'il y avait un géant européen qui émergeait, il ferait la même chose. Donc en fait, c'est simplement que leur manière de, c'est comme si les maréchals Ferrand faisaient grève à cause de la voiture ou ça n'a aucun sens. Et pourquoi on en entend parler? Parce que imagine par exemple que sur les chantiers, le marteau-piqueur soit remplacé par une autre machine. Tu n'as plus besoin d'avoir un mec qui est derrière le marteau-piqueur, mais tu as une machine qui le fait. Tu penses que ça ferait la une des journaux parce que les mecs qui sont machinistes de marteau-piqueur, ils seraient représentés? Bien sûr que non. Mais quand tu as un média, si tu perds ton taf, tu fais un article. Ça te semble important? C'est tout. C'est vrai. C'est tout. Tu as un accès direct. Combien est-ce que tu as le nom des gens qui font de la machine-outil dans le canton de Neuchâtel qui sont en PLS parce qu'ils ne peuvent plus exporter aux États-Unis? Ben non, on n'en a pas entendu parler de ces mecs. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à la tête d'un organe de presse. C'est vrai. Alors, il ne faut pas se moquer parce que quand les gens perdent leur job en nombre, c'est jamais très agréable. Hein. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que
Les journalistes, qu'ils ne se fassent aucun souci, leur rôle est plus important que jamais. Il faut simplement qu'ils pivotent sur un modèle économique qui est différent. Il faut qu'ils se mettent à leur compte, qu'ils se réinventent. Je ne dis pas que c'est facile, c'est même dur, mais tout est là, tout est prêt, le moment est tendre pour qu'ils s'y remettent. Il faut simplement quitter ce modèle économique du nombre et de la masse qui ne fonctionne plus. Un peu à la Carlson Tucker. Bon, ça, Ouais, il a quitté exactement. Fox News et tout. Exactement. Et puis, il gagne beaucoup, beaucoup plus d'argent. Mais pas tout le monde peut le faire. Donc, il y a forcément des journalistes qui vont se retrouver sur le carreau. Disons, quand tu taffes seul, si tu veux, si tu es mauvais, ça se voit mieux. Mais oui. Hein? Ça me fait penser à une news aussi. C'est la fondation Wilsdorf, donc, qui est propriétaire de Rolex, qui a racheté l'immeuble de la radio-télévision suisse romande à Genève. OK. Qui vont faire, je crois, des coworking space et tout un truc, mais dans tout ce qui est médias audiovisuels et tout. Donc, c'est ce qu'on disait avant, c'est qu'à un moment donné, si tu n'as pas un mécène qui vient et met de l'argent sur la table, ce type de business est mort, quoi. Ouais. Faut plus se leurrer, quoi. Ouais, puis tu sais qui paye commande, hein, hein. Voyez mon sourire sibyllin. Seconde news, toujours liée à l'IA. Donc, Coinbase, la plateforme de vente et d'achat de crypto-monnaies. Donc, le PDG Brian Armstrong, sur le podcast du fondateur de Stripe, j'ai oublié son nom, a dit qu'il avait viré les ingénieurs, enfin qu'il a viré, hein, pas qu'il allait, qu'il a viré les ingénieurs qui ne voulaient pas se mettre à l'IA. Donc, je crois que c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on a lancé en parallèle ce concept de foutu pas sûr. On vous donne un peu des conseils carrière pro et business. Et là, on voit qu'on commence à aller dans le dur. Hein. Oh ben ça a déjà commencé. Hein. C'est qu'en Suisse, on est moins au fait de la tech, donc ça a un peu de retard. Mais aux États-Unis, ça a déjà commencé depuis un moment. C'est beaucoup Musk qui a mis le feu aux poudres quand il a viré 70% des employés de Twitter et puis que la boîte a survécu. Là, tous les patrons du monde se sont dit, tiens, intéressant ça. Ouais. Hein, forcément. Donc, mais du coup, bon, la plupart sont un peu plus doux. Parce que le problème, quand tu licencies des gens, c'est comme le budget marketing, tu sais toujours que tu peux en supprimer la moitié, mais tu ne sais pas laquelle. Hein? Quelle moitié tu supprimes. Et du coup, si tu es dans un business qui n'est pas trop en désespoir, eh ben, tu coupes 5% par année. C'est ce que fait Microsoft, 5-10%, c'est Microsoft, c'est ça qu'ils font. Alors, je dirais, il y a plusieurs choses. Le premier point, c'est que probablement que, je ne sais pas quel est le nombre total de développeurs qu'il y a chez Coinbase, mais je sais, j'affirme que une fois l'IA utilisée à bon escient dans une société de tech de développement, c'est évident que tu peux faire la même chose avec beaucoup moins de gens. Ça, on le sait. D'accord? Je sais bien que ça ne fait pas la une des journaux parce qu'on ne veut pas le dire. Et puis, les gens se drapent toujours des oripeaux de bons sentiments. Ils disent non, 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 mais nous, on a une. Faut hyper vous méfier s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il a une charte éthique dans l'utilisation de l'IA. C'est qu'il est en train de faire un truc pas très joli. Hein. Quand quelqu'un t'explique qu'en fait, il est complètement OK, qu'il a une charte, là, il faut vraiment… c'est le moment de flipper. C'est le moment de flipper. Parce que, en fait, si tu es un bon type, tu n'as pas besoin de le dire. Tu ne commences pas tes phrases en disant, bon, vous savez, d'abord, avant tout, je tiens à préciser que je suis un bon type. C'est un peu le mec qui vient qui dit, alors écoutez, j'ai vraiment eu énormément de plaisir à travailler avec vous. Tu sais que la prochaine qui va arriver, il va y avoir un mais. Donc, il sait, mettons qu'il est 500 développeurs, peu importe le chiffre en fait, et il sent qu'il va pouvoir faire la même chose avec 250 développeurs. Comme son coût principal, ce sont les développeurs, c'est évident qu'il va couper. La question, c'est lesquels? D'accord? Et ça, je peux vous garantir que tous les patrons, tous les CEO y pensent. En fait, c'est leur boulot. En fait, ils doivent gagner des sous. Donc, en fait, ils ont des coûts et ils ont des gens, c'est un coût aussi. C'est aussi un capital humain, une richesse, blablabla, blablabla. Mais
au tarif où ils sont dans la Silicon Valley, 250 ingénieurs ou 1000, c'est chaud. Hein, ça coûte beaucoup de sous. Donc, du coup, il sait qu'il va devoir faire un downsizing. Et la question, c'est comment tu le fais. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit aux gens, bon, ben voilà, on met en place toute une série d'outils qui permettront de gagner en productivité grâce à l'IA. Il y a des mecs qui ont dit, ben moi, ça m'intéresse pas. Tu dis, ben la porte, c'est par ici, ciao. Et je pense personnellement qu'il a bien fait parce que un truc que j'ai constaté dans la pratique, c'est que quand quelqu'un refuse a priori en fait d'essayer, ils s'y mettent pas et tu n'y arrives jamais. Alors j'ai une théorie, je pense que ça dépend en fait de la taille de l'espace psychique, de l'espace intérieur qu'ont les gens. Il y a des gens qui n'ont pas de place. C'est comme une voiture qui serait dans une route et il y a des gens qui sont sur une route très étroite. Alors pour faire un demi-tour, il faut faire 150 back and forth. Et puis, il y a des gens qui sont sur une autoroute à 8 pistes et puis ils peuvent sans arrêt changer changer de ligne, etc. etc. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui se décide. En fait, malheureusement ou heureusement, il y a des gens qui ont plus ou moins de douance pour en fait ces changements de positionnement. Et j'ai idée que si tu es patron d'une boîte et que tu vois qu'il y a des gens, tu leur expliques, tu leur fais un pitch, tu les formes, tu leur proposes un outil, puis que les mecs ils te disent non, non, moi ça ne m'intéresse pas, ben, tu pars. Voilà. Et puis, bonne chance à eux pour expliquer pourquoi ils ont été virés, parce qu'il n'y a personne qui va les engager. Tu dis, mais pourquoi, Younes, pourquoi vous avez perdu vous êtes parti? Non, moi je ne suis pas en parti, mais ils utilisent l'IA. Ah ouais, d'accord. Tous les mots qui sont prononcés après ça dans l'entretien, en fait, tu peux les éliminer. C'est évident que si vous ne devenez pas un peu sharp pour utiliser l'IA, c'est même pas la peine. Je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Surtout, tu te dis quand c'est des ingénieurs, c'est des techos, ça devrait être plus simple. Mais en fait, c'est au niveau de. Il doit y avoir aussi un petit peu d'ego là-dedans où ils se disent, ouais, l'IA, c'est pas encore tout à fait bien, ça marche pas encore à 100%, machin. Et il dit, moi, je fais le boulot mieux que ça. Et puis, c'est vrai qu'aussi, si tu l'utilises, tu sais que tu vas te faire remplacer à un certain moment. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que c'est une marche inexorable vers c'est les bits et les atomes. Si tu es dans le business des bits, tu collabores avec l'IA, sinon tu n'as plus de taf. Il faudra encore quelques ingénieurs très bons. Essayer de faire partie de ce paquet-là. C'est économiquement pas viable de se passer de l'IA. Il y a aucun chef d'entreprise qui le fera. C'est une espèce il faut rien comprendre au business pour se dire que non, mais il y a des mecs super éthiques qui vont garder 10 salariés de plus juste parce que voilà. Ben non, en fait. Quand il y a quelqu'un devant chez Manor qui fait la manche, vous l'engagez pas parce que vous pensez que c'est bien. Ouais. Donc, vous ne le ferez pas. Et du coup, il faut se mettre à l'IA, point. Ça ne sert à rien de faire de grands discours ou de blaguer là autour. Si on ne s'y met pas, ça n'ira pas. Donc, c'est un choix très rationnel qu'il a fait, ce Brian Armstrong. Déjà, il a le même nom qu'un mec qui est allé sur la Lune. Ça donne, ça donne la possibilité de faire un peu ce qu'on veut. Mais il est là, il sait qu'il a trop de gens. Il y a des gens qui ne veulent pas adopter l'IA. Déjà, on peut se dire qu'un ingénieur qui ne veut pas adopter l'IA, c'est qu'il n'a pas bien compris ce qui se passait. Mais je pense que c'est surtout… Oui, il a trop bien compris. Non, il n'a pas compris. Parce que si tu veux, c'est comme de dire, moi, je vais demeurer un joueur d'échecs qui n'utilise pas les logiciels pro d'échecs pour améliorer mon jeu. C'est complètement con. Ou comme un tennisman qui dirait, moi, je ne veux pas être filmé pour qu'on m'aide en fait à faire un meilleur geste. Ça n'a pas de sens. En fait, tu peux, mais tu es comme Lui, Don Quichotte. il a peur ils ont peur de se faire virer, en fait. C'est ce que tu entends beaucoup de gens qui essayent de mettre de l'IA dans des grosses boîtes où tu as de la friction parce que les gens disent, ouais, bah, si j'utilise ça, si je commence à l'utiliser, si je commence à le mettre en place, Non. eh ben, je vais sauter derrière, quoi. C'est le contraire. En fait, si vous l'utilisez, vous avez une chance. Si vous ne l'utilisez pas, vous partez tout de suite. Ça, sûr et certain. En fait, les mecs réfractaires, tu les débarques direct, c'est sûr, c'est évident. Et je pense que là, pour les ingénieurs, en fait, ce qui se passe, c'est en fait très lié à la peur. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, l'IA, elle réalise du code, elle le fait autrement. Quand tu codes, est-ce que tu as déjà codé? Est-ce que tu t'es mis au Non, Python?
Non, non, Pas encore. je me suis dit que j'allais le faire, puis au final, quand j'ai vu tous ces outils, je me suis dit ça sert à rien. Ok. Alors, juste pour expliquer en deux mots, coder, c'est exactement comme si vous parliez, si vous deviez apprendre l'anglais. En fait, il faut faire des phrases, il faut dire bonjour au début de la conversation, il faut dire au revoir à la fin, etc., etc. Il y a toute une série de règles. Et il y a différentes langues. Il y a Python, il y a le C++, il y a le C, il y a Scala, il y en a plein. Il y a JavaScript, il y a PHP, enfin bref. Et il y a différents langages qui vont pour différents trucs qui sont plus ou moins adaptés. Mais on simplifie le truc, on va dire que il n'existe que Python. Et pour écrire du Python, pour que la machine te comprenne, il faut lui parler un langage qu'elle comprenne. Donc, tu as toute une série de règles à respecter. Et dans les temps anciens, jadis, c'était beaucoup plus proche de la machine, si tu veux. C'était vraiment des instructions, tu parlais directement au processeur, etc. Donc, c'était comme ça, très aride et très sec. Et quand tu fais du code, comme ingénieur, tu sais en fait ce que fait chaque ligne, etc., etc. Tu comprends vraiment pourquoi tu as mis ça ici et pas ailleurs. C'est toi qui nommes les variables, c'est toi qui réfléchis à l'architecture du programme. Tu le découpes en petites procédures. Tu dis, ben, il faut un truc qui gère les erreurs, il faut un module qui permette aux gens de se faire le login de manière sécurisée, etc., etc. Donc, tu fais toute une série de modules. C'est le salami, quoi. Tu découpes des petites tranches. Et puis, une fois que tu l'as fait, ben, tu débugs. Débugger, ça veut dire enlever les bugs, enlever les problèmes. Puis du coup, tu as une espèce de grand machin que tu as écrit sur des mois et des mois. Puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis à réutiliser des librairies écrites par d'autres. D'accord? Et maintenant, il y a beaucoup de programmeurs, peut-être plus jeunes, qui comprennent même pas qu'en fait, dans une librairie, il peut y avoir aussi des bugs parce que tu vas plus revoir tout ce code perso. Tu vois, tu prends une librairie, tu l'achètes, tu la prends, c'est de l'open source. Et du coup, on a commencé déjà à perdre la main. Maintenant, ce qui se passe avec l'IA, c'est que l'IA, elle va 15 fois plus vite parce qu'en fait, elle va aller chercher une autre librairie parce qu'elle a vu dans la doc de cette librairie que ce bug-là, il va être résolu. Donc, elle t'en pompe une autre et elle te l'intègre, etc. Donc, ça va à une vitesse de fou. Et puis, comme humain, te fait dépasser. Ouais. D'accord? Et ça donne un sentiment désagréable parce que tu perds. C'est comme si tu faisais du cheval. Je ne sais pas ce que j'ai, moi, avec ces Oli chevalines, mais c'est comme si tu faisais du cheval puis que tu perdais les rênes. Tu es là, wow, 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 ça secoue. Tu vois, c'est un peu Tu désagréable. te sens inutile presque. Ouais, bien sûr. Mais en fait, il faut courageusement embrasser cette révolution parce que l'alternative, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Ok, donc ça, croyez Pascal sur parole. Non, mais c'est vrai, je te l'accorde. On peut. Parce que les boîtes, elles vont pas blaguer, quoi, si elles Non, peuvent non. économiser et puis Les chances gagner sont du nulles. temps. Il va se passer exactement ce qui s'est passé avec le jeu d'échecs, en fait. En 85, je crois, il y a Kasparov qui perd contre Big Blue, donc un ordinateur dédié fait par IBM. Et c'est le début, en fait. Il le raconte d'ailleurs très bien. Il explique le choc que ça lui a fait. Il y a Lee qui a perdu au jeu de Go, etc. C'est chaque fois ce même choc humain parce qu'on pensait que c'était une espèce de truc transcendant que seul l'humain pouvait faire. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. La machine, maintenant, elle bat les humains, mais ça a transformé le jeu d'échecs. Il y a toujours plus de gens qui y jouent et il ne faut pas paniquer. Il faut simplement s'y mettre. Point. Meta signe un contrat de cloud de 10 milliards de dollars avec Google. Ça semble faux dans l'énoncé, mais voilà, dans le cadre de sa course à l'IA, tu es obligé de faire des partenariats. Et puis Google, surtout Google Cloud, on va dire que c'est le top. Hein. C'est le top. Google, c'est la classe. Moi, je ne suis pas très surpris parce que je ne les considère pas tellement comme des concurrents. Je veux dire, Meta, c'est un réseau social. Ils sont dans le business de l'attention. Donc, ils ne sont pas tellement concurrents. Donc, voilà, ce que ça nous dit simplement, c'est que Google, ils ont une infrastructure mondiale d'une qualité extraordinaire. Et du coup, Meta s'y accroche. Et voilà. Parce que l'IA, il faut avoir un modèle, un LLM, et puis après, il faut avoir des ordinateurs pour faire tourner ça dans tous les pays du monde. C'est pas si simple. Hein. Faut pas croire que les ordinateurs de Google, ils sont que en Californie. Hein. Il y en a de partout. C'est toute une infrastructure extrêmement complexe qui se déploie avec des redondances, etc. Ben,
Google, ils ont une gigantesque infrastructure, ils sont hyper forts et je pense que ça, c'est l'asset principal qu'ils ont. Ils ont plusieurs produits qui ont 1 milliard d'utilisateurs, ce sont les meilleurs pour l'IA et en plus, ils ont cette infrastructure sans laquelle tu ne peux pas faire un scale-up. Ouais. Donc, c'est qu'une bonne nouvelle pour Google et pour Meta qui se mettent ensemble et je pense que ça pose absolument pas de problème ou très peu, vraiment à la marge. Parce qu'ils ne sont pas du tout concurrents, en fait. Le seul truc où ils pourraient être concurrents, ce sont les lunettes connectées de Meta, la Ray-Ban. Ils ont acheté Ray-Ban, tu sais, Oui. avec une petite caméra, là. Et puis, Google fait le Pixel Phone. Mais et pour Meta et pour Google, ce sont des business à la marge. Donc, voilà, ce qui compte, c'est grosse maille, c'est Google fait de l'infrastructure hyper bien, hyper pointue. C'est pour ça que YouTube, ça marche bien. Il n'y a pas de miracle. C'est vraiment des champions. Et Meta, c'est Build Boy. C'est ce qu'on refait tout nous-mêmes. Ou, tu vois. Ouais. Et comme ça, en fait, Meta évite aussi un autre problème. C'est-à-dire que Meta, ils ont quand même Instagram, WhatsApp. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Facebook. Facebook. Le truc avec le petit fantôme, c'est pas eux? Snap? Snapchat. Je sais pas. Non, je crois pas. Je sais pas. Attends, je vais regarder. Mais disons, ils ont ces milliards d'utilisateurs qui utilisent leurs réseaux sociaux tous les jours, donc ils ont déjà des infrastructures de dingo partout sur la planète. Et ça, il faut que ça continue à marcher, à fonctionner extrêmement bien, de manière très performante. Il faut pouvoir servir les ads, il faut pouvoir servir les news pour que les gens restent accros. Donc, du coup, ce qu'ils veulent surtout pas, c'est au moment où ils introduisent l'IA, faire péricliter leur business de base. Donc, en s'alliant avec Google, qui, à mon avis, est bien plus fort pour l'infrastructure technique, ils évitent aussi ce problème potentiel de faire tomber leur business de base au profit d'une innovation nécessaire. Donc, c'est malin ce qu'ils font en Meta. Et Ouais. il y a bien pour Google, hein, ça va trop exciter les investisseurs. Ouais, c'est intéressant, surtout c'est 10 milliards sur 6 ans, donc c'est quand même un gros deal. Hein. C'est le plus gros deal que Google Cloud a signé depuis. C'est un bon deal, mais c'est pas si dingue que ça. Hein. Google, en fait, cette année, ils investissent 75 milliards en CAPEX. Ouais. Donc, infrastructure, hein. 75 000 millions. Je veux dire, imagine, tu dois commander des serveurs pour ce prix-là. Waouh, c'est chaud. Hein. Ça fait des camions et des camions et des camions, hein, et ça dans tous les pays du monde. Donc, ce qu'elle veut, c'est un niveau. Pour pouvoir investir 75 milliards en une année, je ne sais pas si tu t'imagines la taille déjà qu'il faut avoir. Ouais. Investir 75 milliards en une année, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que justement par rapport à Meta, Zuckerberg, il a essayé de récupérer Mira Mourati, elle lui a dit non, et après il a essayé de récupérer tout son staff, ils l'ont tous envoyé balader. Mais tu te dis que quand même Insta, WhatsApp, Facebook, ça marche très bien. Mais avec ces investissements de 80 milliards de dollars, tu te dis comment va être le futur Instagram, comment va être le futur WhatsApp et tout, et qu'on est juste au démarrage de l'IA, parce que ça va être c'est quelque chose de dingue. Alors, je pense que WhatsApp, Instagram, ça n'a pas beaucoup changé. En fait, ils utilisent déjà à mort l'IA pour te servir les bonnes pubs depuis des années. D'accord? C'est pourquoi, en fait, TikTok, c'est si addictif ou Instagram, je préfère TikTok, mais j'ai un meilleur fil sur TikTok. J'ai un excellent fil. Mais pourquoi c'est si bien? C'est que ce truc, en fait, il y a une IA derrière qui essaye de comprendre qui tu es, ce que tu aimes et de qu'est-ce qu'il faut te servir comme contenu, à quel moment pour que tu fasses le doigt, quoi. Hein? Ouais. Donc, ils l'utilisent déjà, mais ça ne va pas changer, c'est déjà fait. Donc, ce qui serait intéressant de voir, c'est la prochaine génération on va dire, de systèmes ou de logiciels qui a pour but de capturer ton attention. Quelle est sa UI, sa user interface? Peut-être ça a changé, j'y crois pas beaucoup. Mais je pense que pour Facebook, c'est vraiment une manière d'être sûr de délivrer un service IA qui fonctionne bien sans mettre en danger le service de base. Ça, les investisseurs détestent. Hein. Si tu foires le présent, tu vois, quand tu innoves, c'est toujours dur parce que c'est du travail en plus. Ce n'est pas du travail à côté. C'est du travail en plus. Tu dois
continuer à faire ton taf, il faut délivrer, donc il faut que parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, faire en sorte que Facebook ça fonctionne, Instagram ça fonctionne, etc. WhatsApp ça fonctionne, c'est pas simple. C'est du taf de faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, ce sont des systèmes extrêmement fiables et ils ont vachement intérêt à faire qu'ils soient fiables parce que s'ils sont pas fiables, ils perdent des sous parce qu'ils peuvent pas placer des pubs. Donc ils sont obligés, ils ont une obligation de résultat de ce côté-là. Et du coup, confier en fait le scale-up de l'infrastructure IA à Google, ben, ça leur coûte un peu plus cher que s'ils le faisaient eux à terme, mais enfin bon, ils évitent de foirer le business de base. Donc, Et je pense que c'est vraiment un vote de confiance pour Google, parce que sinon ils ne l'auraient pas fait. Mais Google, ils sont méga forts, méga forts. Ouais, ils sont bien revenus. C'est vrai qu'ils avaient mal démarré avec leur Bard. Je ne sais pas si tu te souviens de Bard. Ouais, ouais. Et puis, et puis après, ça a été mieux. Non, mais là, Parlons ils sont d'une inarrêtables. parlons d'une boîte qui va. Est-ce qu'on peut dire, enfin, j'aime bien les taquiner, mais Apple, on va dire, qui vont un peu moins bien. Mais moi, j'ai choisi cette news parce qu'elle me fait marrer. Je sais pas, Vas-y, on n'en vas-y. a pas parlé et tout, mais donc, aux États-Unis, donc, tu as le Apple Wallet qui a été étendu pour les permis de conduire numériques à 10 États américains, donc Arizona, Colorado et tout. Et en fait, en gros, tu peux ajouter ton permis de conduire et ta carte d'identité dans ton portefeuille numérique sous, évidemment, autorisation des États, quoi. Moi, ça m'a fait rire parce que je me dis, waouh, la news de ouf, quoi. Bon, tu sais, à mon avis, c'est une non-news absolue. En fait, tu as déjà ta carte Visa dans ton téléphone. Mais ouais, mais pour moi, c'est game over. Enfin, ils sont en train de. Pas game over, mais non, mais Je sais pas, parce que j'ai regardé l'autre jour pour un cours que je vais donner. En fait, attends, ils sont où? J'ai la feuille là, je peux tricher. Apple, c'est 300 milliards de revenus. Attends, Apple, c'est 391 milliards de ouais. revenus. Juste pour référence, hein, Nestlé, ils sont à 48 milliards, 48, on va dire 50. UBS, ils sont à… Non, c'est UBS qui est à 48, Nestlé, ils sont à 91. Donc voilà, en gros, UBS, c'est 50 milliards, Nestlé, c'est 100 milliards. Ils font à peu près chacun 10% de profit. Voilà. OK. Ce sont déjà des entreprises multinationales gigantesques et complètement bien gérées. Et Apple, c'est 391. Donc, on va dire 400. J'arrondis. Hein. Donc, UBS 50, Nestlé 100, Apple 400. On est dans un autre univers. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est les profits qu'ils font. C'est une dinguerie de ouf, en fait. C'est presque 100 milliards de profits. Waouh! C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'ils font en profit pratiquement ce que Nestlé fait en chiffre En d'affaires. chiffre d'affaires. C'est dingo. Alors, maintenant, Apple, le problème, je pense qu'ils ont deux problèmes majeurs qui sont très, très difficiles à gérer. Le premier, c'est que quand tu as un business qui fait 400 milliards, je ne sais pas si tu t'imagines la taille du bateau. Je pense qu'on Je ne veux peut pas dire, s'imaginer. c'est un porte-avions, quoi. En fait, tu tournes le gouvernail et puis il ne se passe rien. Donc, c'est tellement énorme que tu n'y arrives pas. Juste encore un autre chiffre sur Apple, il y a Apple Services, donc c'est iCloud, le revenu lié à l'App Store et qu'est-ce qu'il y a? Apple Music. Ça fait 100 milliards. C'est grand comme Nestlé. iCloud et l'App Store. On ne se rend pas compte. Si c'est vraiment les ordres de grandeur. Donc en fait, là, Apple, c'est tout. On avait parlé aussi une fois du revenu qui était lié aux AirPods. C'est un truc qui se compte en dizaines de milliards. C'est une folie Plus furieuse. gros vendeur de montres Ouais, au monde aussi. ouais. Mais rien que les AirPods, c'est plus gros que Mais Logitech. là, on est dans le core business. Mais Ouais. dans l'innovation, on ne peut Alors, pas dénier qu'ils ont un retard en termes d'IA. ouais, Plus, mais tu as la pression de Trump qui leur a dit arrêtez de produire en ouais. Chine. Ils ont été produire en Inde. Il essaye de leur demander de. Donc, il y a quand même Moi, des turbulences. alors pour la production, je suis pas du tout inquiet parce que Tim Cook, c'est un mec de la supply chain, donc la fabrication, donc il va gérer ça. Je suis sûr qu'il a un plan, zéro souci, absolument total non-issue. Je crois pas du Pour tout la que c'est prod. un… Ouais, OK. pas, Et pas de souci. C'est pour géré, le c'est-à-dire retard ça veut IA, pas dire qu'ils n'ont pas des problèmes, mais c'est géré. Pour l'IA, en fait, on s'en cogne. À la on s'en minute, cogne. imagine que maintenant je te dis, imagine que tu as fait un LLM.
d'accord? Ouais. Le Younes. Apple vient te voir, ils te disent, Younes, on voudrait faire un deal avec toi. Bah, tu fais pas ta précieuse, tu signes. Non, mais ça va je suis d'accord 100%, mais ça va au-delà du LLM. C'est comme tu vois, enfin moi, comme je t'ai dit, j'ai pris un Google Pixel. Ouais. Franchement, c'est une dinguerie, tu vois, tout ce que tu peux faire avec et tout. Mais Mais Apple, tu as l'impression que les mecs, même juste dans les notifications, ils ont des problèmes, enfin, ouais, mais ils ils sont vont le arriérés. résoudre. Je pense qu'ils sont lents à la détente parce qu'ils sont grands, d'accord? Donc quand tu es le plus grand ou le plus lourd, si tu veux, c'est beaucoup plus compliqué de bouger. Je donne un exemple. Apple, ils font aussi Apple CarPlay. C'est juste pour expliquer aux gens pourquoi c'est si compliqué. Donc, tu fais un téléphone, il faut que ce soit compatible avec tes iPhones, compatible avec iCloud, compatible avec l'App Store. Il faut que ce soit compatible avec CarPlay. Donc, c'est le fait que tu puisses avoir l'operating system d'Apple dans ta voiture. Hein? Mhm. Donc, les AirPods, les services, iCloud, Apple Store, etc. et les voitures. Tu t'imagines le nombre de mecs avec qui tu dois parler pour t'assurer que si tu fais un changement ici sur la plateforme, c'est OK là-haut. Ah, toutes les parties prenantes, c'est incroyable. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Plus le bateau est grand, c'est comme si tu devais prendre une décision au niveau d'un village en Suisse ou au niveau de Paris en entier. Déjà, il faut donner beaucoup plus de temps à la discussion parce que sinon, ça fait des révoltes, etc. Ou au niveau de l'Europe en entier. Ouais. D'accord? Et plus la chose à piloter est grande, plus il est compliqué de comprendre ce qui va être pertinent de faire. Il ne faut pas croire que Tim Cook n'a pas compris que l'IA, c'était un sujet. C'est pas Ah non, qu'il bien n'a pas sûr. vu, c'est pas qu'il vit sous un caillou. Et du coup, il le sait, c'est simplement comment tu fais en sorte. Hein, l'innovation, c'est du travail en plus. Il y a ce que tu fais tous les jours et l'innovation, c'est en plus. Donc, en fait, le problème de Tim Cook, c'est comment on fait pour introduire cette IA dans nos plateformes sans faire exploser ce que les gens viennent chercher aujourd'hui. Et ça, c'est difficile. Mais moi, je suis intimement convaincu qu'ils vont y arriver. Le LLM, c'est absolument pas un problème. Ils peuvent aller en Non, acheter le un LLM, quand ils veulent. Tu vois, Ah oui. ils peuvent se payer tout ça, c'est pas un souci. Le problème, c'est d'intégrer. À mon avis, le Je pense qu'on problème les qu'ils attend ont, pas là. bah, au bout d'un moment, ils vont devoir s'y mettre. Mais si tu veux, le problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, c'est un problème de coût. Parce que le modèle d'affaires d'Apple, c'est de te vendre un truc physique. Mm. Et ensuite, ben voilà, c'est fait. Non, mais c'est pas intégré. Moi, c'est ça mon plus gros problème. C'est que là, j'utilise enfin, tu dis Ouais. Android, bah, tu as, Google Workspace, tu as Gemini, où tu peux avoir Grok pour la partie Twitter, enfin X, et eux, tu l'intègres avec quoi, en fait? Tu vois? Je pense ils vont y arriver. Moi, je ne suis pas inquiet. C'est une question de pognon. Il faut qu'ils puissent développer les bons chips pour qu'en fait, quand ils run le LLM, ça fonctionne. Ils ont raconté un peu des fadaises en disant qu'ils allaient protéger la vie privée, mais ça, c'est du marketing. Ouais. Mais la vérité, c'est que si tu fais tourner un LLM en local, ça coûte moins cher que si tu fais appel à un cloud. Et je Ouais. pense qu'il faut simplement qu'ils s'assoient autour d'une table, qu'ils disent, bon, les gars, ça a merdé. Une autre réflexion que je me suis faite, parce qu'il y a le mec qui a inventé, comment ça s'appelle, Siri. C'est un Mm. Français qui vit en Californie. Son nom m'échappe maintenant, mais vous trouvez, si vous googlez son nom. Et, enfin, vous googlez son nom, non, mais vous tapez comme ça son histoire, vous retrouvez son nom. Et le mec, en fait, explique qu'il n'y a rien de nouveau dans les LLM parce qu'avec Siri, ils avaient déjà tout fait. Et je me demande si tu veux, dans ces disruptions technologiques, quand tout d'un coup, tu as un saut qui fait que les technologies progressent, quand tu étais en avance, en général, tu prends du retard. Je m'explique. Si tu n'avais rien, en fait, tu te dis, waouh, il y a un truc majeur qui s'est passé, puis tu embrasses immédiatement la nouvelle vague technologique. Mais si, à l'interne, des gens, il y avait, je sais pas, des milliers de gens qui s'occupaient de Siri. Puis tous ces mecs, ils ont dit quoi? Tim Cook, il se retourne vers eux, c'est les mecs qui font l'IA chez Apple, puis ils disent, bon, ben les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Puis les types, ils font, non, mais attends, Tim, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Tu vois? Et du coup, tu perds une année pour simplement comprendre qu'en fait, il se passe quelque chose. Parce que tu es obligé, comme chef d'entreprise, de faire un peu confiance à tes gens. Tu ne peux pas toujours venir leur dire, non, non, mais vous n'avez rien compris, en fait.
Donc ça explique aussi, à mon avis, en partie le retard à l'allumage d'Apple, qui en fait, ça a toute une série de défis qui combinent hardware, software, etc. Mais s'ils pilotent pas trop mal ce virage, ils vont s'en sortir comme des princes. Je me fais Donc pas de soucis Pascal, pour il eux. pense qu'ils vont s'en sortir. Moi, je pense Ouais. pas du tout. Ok. Je vous invite, je vous invite à nous donner à nous Ouais. donner votre Ceci dit, avis en je commande commentaire. quand même un Google Pixel. Hein. Voilà. Parce qu'ils vont Voilà. s'en sortir, mais ça va prendre un peu de temps. En fait, peut-être que je m'explique rapidement en quelques mots. Si vous voulez être à la pointe de la technologie, Ouais. prenez un Android, Mais oui. prenez autre chose. Si vous voulez rester dans le design, le style, et puis que vous voulez rester dans les années 2010, 2015, prenez Comme un t'es dur. iPhone. Prenez un iPhone. Mais tu sais, Younes, les années 2010, 2015, c'est quand même assez récent. Hein. Moi, je suis né à un siècle Ah bah oui, précédent. on n'est pas loin en termes de date de naissance. Moi, je Ah, suis attends. 84. Toi, c'est de quelle année? T'oses Non, dire c'est ou pas pas? intéressant. C'est pas 70, intéressant. 73. Voilà, c'est la même génération. On est Ouais. dans le même bateau. Mais On est oui. dans le même bateau. Ah oui, donc une autre news. Trump nomme Joe Gebbia, donc le cofondateur d'Airbnb, Mhm. pardon, Chief Design Officer. Donc, il va être là pour diriger le National Design Studio. C'est un studio temporaire qui vise à rénover environ 26 000 interfaces web fédérales jugées Mhm. obsolètes. Donc, JBI et puis Trump, ils veulent que ça soit aussi satisfaisant, aussi stylé que l'Apple Store. Bon, On voit bah, qu'il veut. tout le monde va être d'accord avec ça. Hein, si tu veux, je pense que là, le C'est truc. stylé quand même comme news. Tu prends le cofondateur d'Airbnb, imagine, on fait ça en Suisse pour te refaire le Là, je sais site pas et si c'est tout. si stylé que ça. Parce que si tu Ah, moi, veux, j'aime bien Airbnb, c'est j'aime bien vrai. cette boîte, j'aime bien Ouais, leur moi j'aime histoire bien et je aussi, trouve mais tout ce qui est design, ils sont bons, quoi. ouais, mais si tu veux, là où je la sens un peu mal, c'est qu'à partir du moment où si tu veux, l'État, c'est un truc, il faudrait que ce soit un peu pérenne. Ok. Tu es d'accord? Faudrait que ça marche. Donc en fait, OK, aux États-Unis, ils ont 26 000 interfaces web. Cool. Il faut faire des guidelines qui reprennent le truc et faire tout un projet d'harmonisation et d'amélioration de la usability. Cool. Euh, Pourquoi tu as besoin d'un start-upper pour faire ça? J'ai du mal à comprendre parce que c'est pas compliqué. Si tu veux, tu vas voir. Non, non, non. Il suffit de mandater un. Pourquoi tu veux le désigner comme un start-upper, plus pas comme un Johnny Ive ou un mec comme ça Non, mais qui OK, est alors souvent qui a mettons du que ce soit talent. un Johnny Ive, mais si tu veux, il n'y a pas besoin de l'annoncer. En fait, tu prends une série de designers, tu n'as pas besoin d'un mec. Pour faire des guidelines pour 26 000 sites internet, c'est pas que tu fais ça le lundi matin en 8 et 9. Hein. Je veux dire, je sais pas si tu t'imagines le boulot, il faut déjà tous les regarder au moins une fois, mais t'en as pour une demi-vie. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est qu'en fait, je C'est me une méfie. annonce. Non, mais je me méfie de solutions qui misent sur en fait quelqu'un qui supposément est un génie. Je m'en méfie terriblement parce que alors, c'est toujours mieux si c'est Picasso qui vient et puis qui fait ton logo, on est d'accord, mais on ne construit pas un truc tout à fait pérenne et je pense que s'il faisait des guidelines qui étaient un peu plus humbles et moins flagorneurs, eh bien, il pourrait tout à fait s'y mettre. Je trouve ça un peu bizarre, en fait, comme news. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça comme ça. Ils se font mousser pour pas grand-chose. Bien sûr que l'État a proposé des sites Internet qui soient harmonisés et un peu jolis. C'est clair. Euh, je, Est-ce que je, tu penses que c'est pas plus par rapport au fait que ce soit un entrepreneur? Ils sont entourés mais, d'Elon Musk. C'est mais un oui, mais entrepreneur. regarde. Trump, c'est un entrepreneur et il se dit, j'ai Mais pas oui, envie de prendre quelqu'un de corporate parce mais que oui, on a besoin de je sortir des comprends. sentiers battus. Je comprends, Younes, mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça. En fait, ces gens-là, ils vont servir à rien parce que si tu as une démarche d'entrepreneur et qu'on te parachute dans un état, tu as un problème, tu es comme ça complètement brognien, tu t'excites, tu leur dis ce qu'il faut faire, et puis après, 3 ans après, tu es complètement claqué, tu pars, puis il s'est rien passé. Il faut être pragmatique. En fait, quand tu as un site internet comme, j'explique la différence. Airbnb,
Si je fais une location, je réserve une location, puis qu'en fait, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas content, je fais une revue, je mets une étoile, je crie, je pleure, je tape du pied. C'est une entreprise privée. Si Pascal ne peut pas louer une chambre au bord de la mer, eh ben, ça l'ennuie, lui, mais ce n'est pas qu'on a atteint mes droits fondamentaux humains. D'accord? Quand il s'agit de renouveler ton passeport, si tout d'un coup, tu vas sur un site internet super joli, mais qu'en fait, on perd ton identité, bah, tu as un problème. C'est pas comme de louper sa location de vacances, tu as perdu ton passeport, c'est très, très enquiquinant. Donc, les incentives entre un État ou une société qui fait de la location de chambre, ou d'appart, ou de maison, ils ne sont pas du tout les mêmes. Donc, en fait, il faut adresser le bon problème avec le bon outil. Et je pense que pour un État, ce qu'il faudrait, c'est on peut faire appel à des designers exceptionnels pour faire des guidelines sur comment présenter l'information, etc. Ou mieux encore, une IA qui va revoir un site Internet pour te dire ce qu'il faudrait changer, puis qu'après, elle le programme. Donc, qu'elle le fasse tout seul. L'avenir du site Internet, c'est un agent IA qui auto-améliore le site et qui, à la limite, te sert une interface qui te correspond à toi ou une autre qui me correspond à moi. Bref. Mais donc, si tu veux, ça m'a l'air d'être, c'est un truc des années 2000, c'est pas le bon truc au bon moment. Et au-delà de ça, je veux dire quand même, imagine tout d'un coup, tu as l'État de Genève qui te renvoie des factures d'impôts. On s'est trompé, mais ils n'arrivent même pas à voir qu'ils se sont trompés. Eh ben, ça va t'enquiquiner. Donc, si tu veux, la mission de l'État, moi, je ne travaille pas à l'État et j'en aurais pas envie, mais la mission de l'État, elle est différente. En fait, c'est dans une start-up, tu peux move fast and break things. Quand tu t'occupes de l'État, si tu move fast and break things, ben, il t'arrive des bricoles. Je crois que c'est en Suède. Ils ont été paralysés. Donc, en fait, il y a tout le système de santé, tout le système bancaire et tout le système de l'État, enfin, les livrets de famille, les cartes d'identité, etc. C'est tout digitalisé. Ils ont reçu une cyberattaque. Okay. Ça a été une cata de ouf. Quand tu n'as plus de pognon, tu ne peux plus faire appel à tes papiers, enfin bref, qu'il y a plus de tout et que tu n'as plus la santé, tu as quand même toute une série de services clés. Donc, l'État, il doit amener de la résilience. En fait, on dit toujours, ouais, mais bon, c'est quand même des ploucs. Je te prends un autre exemple, tout concret, parce que j'en ai discuté avec le mec qui l'a fait. En Valais, il y a donc ce barrage de la Dixence. C'est un immense barrage hydraulique qui crée de l'électricité, c'est génial. Si ce barrage casse, tu as tout le Valais qui est sous l'eau. Ouais. OK. Maintenant, je te dis, bon, bah, Younes, vous mettez en place en fait un système téléphonique qui va continuer à fonctionner si le barrage saute. Eh ben, bonne chance. C'est compliqué. Donc, quand l'État s'occupe de… Je ne dis pas que l'État a toujours raison dans la manière dont il le fait, mais l'État, il a une mission qui est distincte de celle d'une entreprise privée. Une entreprise privée, elle dit, bon, bah, si le barrage saute, moi, je m'en tape, j'aurais vendu ma start-up ou je serai ailleurs ou si on ne peut plus réserver des chambres, ce n'est pas grave. Mais il faut quand même que le numéro des pompiers, de la police et de l'hôpital, il fonctionne. Donc, comment tu fais ça? Est-ce que tu dis que y a ce trade-off entre très bon dans une société privée et tout, de faire le boulot, mais qu'il n'y aurait pas cette… Parce que souvent, on dit que voilà, pour protéger Airbnb en termes de cybersécurité, etc., il faut quand même être super bon. Et là, tu dis qu'il n'aurait pas forcément les capacités pour gérer ça au niveau… Ouais. Au niveau l'État, c'est une mission qui n'est pas la mission d'une entreprise privée. Tu dis quoi? Plus par rapport à la friction, à la diplomatie qu'il faut en interne, de se mettre d'accord, ou plus la partie technique? Oui, mais on parle toujours de l'État profond, mais ce n'est pas ça. L'État, il n'est pas profond. L'État, c'est l'État. C'est beaucoup de gens qui doivent assurer un service, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Quand l'État s'écroule, les failed states, comme on dit en anglais, ça a été le cas en Somalie, par exemple, eh ben, tu n'as plus accès aux services de base. Tu ne peux plus aller te chercher une carte d'identité, tu n'as plus les services d'eau qui sont là, etc. Alors, moi, que les mecs qui s'occupent de l'approvisionnement en eau, ils soient lents, je m'en fiche. Ce que je constate, c'est que tous les matins, j'ai de l'eau au robinet. C'est ça qui compte. Tu veux dire que ce n'est pas forcément compatible? Ben, je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur le fait que le rôle d'un État, ça n'est pas le rôle d'une entreprise privée. Ça n'est pas la même chose.
je pense que les missions sont complètement différentes et qu'en fait, je ne dis pas que l'État est parfait, je ne suis pas Ouais, ouais. un admirateur sans fin, mais je pense quand même, je prends cet exemple du téléphone parce que si tu dis, ben voilà, maintenant c'est la crise, les gens vont dire, ben, quand même, ils auraient pu y penser, hein, ils auraient pu faire en sorte que. Ben, c'est ça que fait l'État. L'État, il pense à des trucs chelous qui n'arrivent pas souvent, mais ils font en sorte qu'il y ait de la résilience, que ça reste fonctionnel, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Ils n'y arrivent pas toujours, mais au moins ils essaient. Donc en fait, là, le but est différent. Et puis comme tu as toute une structure en fait qui tient ce truc-là, quand tu veux influencer dans le temps et de manière durable un grand nombre de gens, eh ben, il ne suffit pas de venir avec sa bonne idée. Tu vois, ce n'est pas le truc du génie qui va faire un super logo. And so what? Alors, est-ce que si je lis entre les lignes, ou ouais, si je lis entre les lignes, est-ce qu'on peut dire que c'est plus, enfin selon toi, hein, que c'est plus une annonce Ouais, c'est un de la peu com. de la com? C'est de la com. Moi, je pense que c'est de la com. Hein. Mais pourquoi pas? Il a sûrement de bonnes raisons de le faire. Qu'est-ce qu'un mec qui a été cofondateur d'Airbnb irait s'emmerder avec 26 000 Milliardaire, sites hein. internet? Faut oublier qu'il est milliardaire en Mais plus. what the fuck? Pourquoi il fait ça? Bosser pour la nation. Allez, ouais, mais tu te rends compte? Imagine le nombre de gars avec qui il faut dealer pour changer 26 000 sites. Puis ils vont tous t'expliquer en fait pourquoi ils ont fait comme ça. Ah, puis ils vont tous le critiquer aussi. C'est Mais sûr qu'ils vont dire pourquoi tu veux changer de boulot, ça marche bien et tout. et je suis désolé, tous les sites internet n'ont pas vocation à être beaux. Ouais, il faut que ça soit fonctionnel. Voilà. Et tout refaire, ça coûte des sous. Donc, si tu veux, je pense que la mission de l'État, elle est fondamentalement différente en fait de la mission d'une entreprise privée. Alors, l'État pourrait déléguer à une entreprise privée la rédaction de guidelines et la mise en place d'un agent IA qui ferait des recommandations pour chaque site et qui fournirait d'aventure le code mise à jour, qui ferait des checks de sécurité. C'est super. C'est de la rénovation. C'est comme les routes en fait. Tu as des routes dans tout le pays, des routes, des autoroutes. Puis l'État dit, bon ben voilà, il va falloir allouer tant de budget pour refaire tel pont, parce que sinon il va tomber, tel tunnel, telle route, parce qu'il y a des nids de poules. Eh ben, ils le font chaque année, c'est boring as hell. Imagine le mec, le mec et toute son équipe gigantesque qui est au CFF, donc la SNCF Suisse, s'occupe de la réfection des voies. Bah, voilà, tous les lundis, ils arrivent, ils disent OK, qu'est-ce qu'on est compris pendant le week-end, qu'est-ce qu'il faut faire comme travaux urgents, comment on intègre ça dans le plan quinquennal de réfection des voies. Entre Fribourg et Berne, cet été, ils ont fermé la ligne de train et il y avait des bus et ils font ça parce qu'ils font un mur de soutènement. On est dans le détail du détail pour que ça marche tout le temps. Donc, c'est pas, si tu veux, c'est pas un exercice, c'est un exercice qui est humble, un peu de franciscain comme ça. C'est vraiment un exercice de tâcheron, en fait. Il faut être dur à la tâche, il faut taffer, aller dans les détails. C'est un peu le contraire de, voilà, on va faire Airbnb, puis on va tout faire péter en termes de location d'appartements. Je sens que c'est pas le même esprit. Dernière news, Air Liquide. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de tech, donc on comprend qu'au niveau mondial, il y a cette guerre technologique, mais il y a aussi cette guerre de l'énergie. Donc, cette jolie boîte française Air Liquide, elle a fait une acquisition majeure de près de 3 milliards d'euros d'une boîte qui s'appelle… punaise, j'ai oublié le nom. Dig Airgaz. Voilà, Dig Airgas, c'est un acteur Corée du majeur Sud. des gaz en Corée du Sud. Donc, toi qui es ingénieur, tu dois en savoir plein de trucs là-dessus. Bah, Air Liquide, c'est une super boîte. Hein. Et il y a des consolidations, ils s'achètent un nouvel approvisionnement. Je pense que c'est un bon investissement parce qu'ils font une chose réelle. Donc, il y aura moins de volatilité. Là, on arrive dans un moment où les règles du commerce mondial, on l'a vu avec Trump et les tarifs, etc. On est dans un vrai moment volatile où, en fait, il faut qu'il y ait un capitaine à la barre. Je pense qu'ils ont super bien fait, ce d'autant plus qu'en fait, le gros de la croissance mondiale, il sera en Asie. D'accord? Ils anticipent déjà. Enfin, ils anticipent, ils sont Ouais, déjà… ils le savent. Et du coup, où est-ce que tu vas faire des acquisitions? Bah, en Asie, parce que tu vas là où sont tes clients.
C'est hyper bien pour Air Liquide et c'est pas une transaction qui est si gigantesque parce que 2,85 milliards d'euros, bon, c'est sûr, ça fait un chèque, hein, c'est pas rien, mais si on pense aux 75 milliards d'investissements CAPEX de Google, ça relativise un petit peu, quoi. Hein, je veux dire, Google, ils auraient pu en acheter presque 27, des comme ça. Bon, c'est pas aussi dingo que ça. Ça montre aussi, en fait, la petite taille des multinationales françaises. Tu vois, ça fait, quand Air Liquide achète une société à un peu moins de 3 milliards d'euros, ça fait la une des journaux. Quand Google investit 75 milliards en une année, tout le monde s'en tape le coquillard. C'est signaler qu'il n'y a rien à voir. Ça montre bien qu'on ne joue pas dans la même ligue. Mais je pense qu'ils ont complètement raison. En fait, ils se diversifient géographiquement et puis ils vont dans un endroit où il y a de la croissance. C'est bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit justement cette boîte-là, Dig, ils sont très très bons dans l'innovation et ils ont réussi à se développer dans plein de secteurs en pleine croissance, tels que les semi-conducteurs, les batteries secondaires et tout. Et que justement, enfin, cette acquisition d'Air Liquide, elle est aussi par rapport à la tech et à l'innovation derrière. Ouais, bah d'ailleurs, ils ont payé un multiple de 20 fois l'EBITDA. Hein. Quand on achète une société, c'est soit on paye un multiple du chiffre d'affaires, soit un multiple du profit. Et là, ils sont à 20,2. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils ont payé d'avance, au moment où ils achètent ça pour 3 milliards, ça veut dire qu'ils payent d'avance 20 ans de profit à réaliser. Donc, il faut quand même en avoir il faut être bien accroché pour se dire que dans 20 ans, parce que déjà, quand tu achètes une boîte, souvent, tu la fais foirer. Hein. Faut pas se leurrer. Déjà, là, d'un côté, tu as des Coréens du Sud, après, tu as des Français. C'est pas évident de racheter une société et de ne pas la faire claquer. Et de payer 20 ans de profit d'avance, ça veut dire qu'il va y avoir des synergies qui seront intéressantes pour eux. Mais ben voilà, moi, je pense qu'ils ont raison. C'est un truc stratégique parce que, à mon avis, hein, parce qu'ils doivent se développer en Asie, c'est sûr. Moi, ce qui me fait flipper, c'est que tu vois un peu ce pattern avec ce qu'avait dit Florent Menegaux, donc le PDG de Michelin, qui disait que leurs meilleures usines, elles étaient en Chine. Ouais. Et que voilà, l'innovation technologique, elle est en Chine. Et Ben puis oui. là, elle est en Asie. Donc même Air Liquide, via cette acquisition, on imagine qu'ils ont un petit peu du mal à innover en France, en Europe, et puis ils doivent faire à quoi ailleurs là-bas, quoi. Ouais. Donc c'est un mauvais signe encore. Enfin, c'est un mauvais signe pour. C'est un bon signe parce que les gens qui pilotent Air Liquide, ils savent de quoi ils causent et c'est une entreprise en fait. Donc en fait, ils font des choses qui sont pertinentes pour faire que leur entreprise reste saine, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ça me fait penser à ce que tu dis souvent, en fait, où tu parles de mondialisation, en fait, quand tu parles de boîte qui est globale, et qu'en fait, Michelin, ça peut être très bien français, ou Air Liquide, ça peut être le HQ, il peut être en France. Mais maintenant, ça va être, il y a beaucoup de choses qui vont être produites à l'étranger, quoi. Même si ça reste une boîte française. Si tu veux, c'est pas la peine d'essayer de lutter là contre. Si tu veux, comme le gros de l'innovation et de la consommation a lieu en Asie, tu dois être proche en fait du centre de gravité des choses. De la même manière que dans les années 70-80, si tu n'étais pas présent à New York ou en Californie, tu loupais tout. Ben maintenant, il faut être en Corée du Sud, à Shanghai, à Singapour, à Tokyo. Voilà. C'est ainsi. C'est pas la fin du monde. Non, c'est pas triste. Non, il faut avoir confiance en soi et ce qu'il faut, c'est pas être statique. Tu vois, comme une biche dans les phares d'une voiture. Comme si je croisais des biches avec ma voiture le soir, toutes les nuits. Bon, déjà, je vais très tôt au lit, donc je ne croise pas de biches le soir, mais il ne faut pas être statique, il ne faut pas avoir peur de tout changement. On est entré, c'est pas qu'on entre, on est déjà entré dans un moment où les choses s'accélèrent et deviennent rigolotes. On peut le voir comme un drame parce que les choses s'enflent, on peut voir ça comme un jeu parce que c'est rigolo de s'adapter. Et il n'y a pas le choix. L'Asie, c'est chouette. Il y a plein de choses qui s'y passent.
Et c'est ainsi. Il faut imaginer que vous êtes dans les années 60, 70, 80 et qu'en fait, c'est le moment d'aller à New York pour la première fois. C'est la même chose avec Séoul, Shanghai, Pékin, Singapour, Hong Kong, Tokyo, etc. Je trouve ça, c'est comme ça. De toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est la vie. Donc, en fait, au moins, Air Liquide s'adapte, ce qui est un très bon signe pour cette entreprise. Autant bien le prendre. Ouais, et je sais que Charles Gave, c'est un grand fan. Donc, c'est probablement encore plus un grand fan maintenant. C'est vrai. Ça, lui, il a vécu où il vit là-bas, je crois. Où il est à Hong Kong. Il était à Singapour, ou à Hong Kong, je ne sais plus. Ouais, il a vécu là-bas. La Poste suisse, dernière news. La Poste suisse a annoncé ne plus envoyer de colis aux États-Unis. Ouais, c'est devenu trop compliqué. Il y a juste des trucs qui sont, des lettres que tu peux envoyer dans l'urgence via. Mais là, je veux dire, ça va pas du tout. C'est pas comme si j'envoyais des paquets tous les matins aux États-Unis, hein, non, jamais arrivé. Mais bon, mais je trouve ça complètement pas OK. En fait, la Poste, on leur demande pas leur avis, on leur demande de faire en sorte d'acheminer des colis aux États-Unis qui trouvent une solution. Basta. Ils bossent dessus, mais ça va prendre du temps. Non, mais basta. Si tu veux, ils ont qu'à engager un mec qui prend l'avion puis qui prend le colis sous le bras. Ça peut coûter très cher, mais ils trouvent une solution. Moi, ils ont dit qu'il y a un truc que même avant d'envoyer le colis, ils doivent faire le dédouanement ici. Qui se mettent au travail. C'est leur taf. Si tu veux, si tu me disais, bon mec, tu vas travailler dans l'import-export, tu vas faire des papiers de douane, peut-être que je meurs rien qu'à l'idée. Mais donc je dis pas que c'est rigolo, mais le boulot de la Poste, c'est d'envoyer des colis. Et pour un pays, le fait de pouvoir envoyer des colis partout dans le monde, c'est absolument crucial. Donc ils trouvent une solution. Moi, honnêtement, si j'étais le conseiller fédéral en charge de la Poste, je peux te dire, je leur soufflerais dans les bronches. En plus, je viens d'arrêter de fumer, donc je te dis pas le meeting qu'on se taperait. Ce serait tout sauf agréable, mais ça va pas du tout. Ça fait un peu, tu sais, petit enfant. Oh, j'ai perdu mon vélo. Non, mais ok les gars, trouvez des solutions. Et je minimise pas du tout la complexité du problème, mais ils trouvent une solution. Ouais. Point. On a trouvé une solution. Point. C'est tout. Je crois qu'on a tout couvert. Ouais, c'était cool. Merci de nous avoir éclairé. Merci à toi. Et puis, dites-nous ce que vous pensez d'Apple. Ouais. Pour moi, je sens qu'il y a anguille sous roche. Ça sent l'anguille. Ça sent Nokia dans le début des années 2000. Tu sais que j'ai des bottes en anguille, en cuir d'anguille. Non, mais sans déconner, hein, ça existe. C'est des toutes petites bandes de cuir cousues. Très beau. C'est vrai. Ouais, je les mettrai une fois si tu veux, on les montrera à la caméra. Prochain épisode. À bientôt, Younes. Ciao, bonne journée.